Bonjour Aurélie. Salut Ludivine. On commence tout de suite la nouvelle investigation. Tu ne connais ni le thème ni les questions du protocole. Non. Je te laisse fermer les yeux. Je vais simplement compter afin que tu te détendes. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Chaque bruit autour de toi et chaque mouvement t'aide à t'enfoncer davantage. 4, 3, 2 et 1. Aurélie, dis-moi ce que tu perçois ou visualises quand je te dis la mort. Parle-moi de tes sensations, des images. Alors pendant l'induction, justement, j'ai une sensation au niveau du cœur, le cœur qui se serrait très très fort. Mhm. J'ai eu l'impression voilà, d'avoir le cœur très serré. Après, quand tu m'as dit la mort comme ça, la première image qui m'est apparue, c'est ce squelette avec une grande cape noire et une faux. Et je vois du rouge et du noir et du blanc. Mhm. Au niveau des... Tu vois autre chose au niveau des sensations, non? Niveau des sensations, surtout au niveau du cœur. J'ai des sensations au niveau du cœur, le cœur qui se resserre, comme si on venait me serrer le cœur très fort, le cœur qui se serre. Et pendant l'induction, j'ai mes battements de cœur qui se sont accélérés, ce qui n'est pas habituel. Quels sont les mécanismes biologiques qui sont déclenchés pendant la phase de trépas? Il y a un afflux sanguin, justement, on a un afflux sanguin. J'ai vraiment ce truc-là d'un afflux sanguin et de choses qui se serrent au niveau des cellules, des choses qui se serrent au niveau des cellules, comme si certaines cellules étaient compactées. Au niveau biologique, je vois des cellules qui se resserrent Mhm. et des tissus qui se resserrent et des afflux de courant électrique. Mhm. Est-ce que ces mécanismes peuvent changer en fonction de la façon de mourir ou est-ce qu'ils restent inchangés? Je vois toujours le cœur, je vois toujours que c'est le cœur qui est fort serré. La production électromagnétique peut changer effectivement par rapport au point touché en fait sur l'organisme, de quelle façon
Les informations vont être différentes selon que c'est quelque chose à la tête ou au pied, ça va arriver différemment, mais on en revient toujours à cet organe principal, l'organe du cœur. Mhm. Aurélie, est-ce que tu peux baisser un tout petit peu ton micro, s'il te plaît, au niveau de ton menton? Oui. Merci. Au cours du processus du décès, comment se déroule l'activité neuronale cérébrale? Ça s'accélère, les choses s'accélèrent énormément. Beaucoup de choses s'accélèrent, il y a beaucoup d'images qui sont envoyées, tout va beaucoup plus vite, comme si c'était accéléré par une vitesse fois 2500 de la façon dont les choses sont transmises au niveau des synapses, des connexions, des récepteurs, tout s'accélère énormément. Je vois plein de fluides électriques qui vont très très vite. Mhm. Et plein d'informations sont reçues sous forme de visuels, d'images, même d'odeurs et de sensations même corporelles. Mhm. Des études scientifiques montrent que les neurones tirent parti des réserves d'énergie existantes avant d'être complètement arrêtés et qu'ils poursuivent une activité encore quelques minutes alors qu'ils ne reçoivent plus d'oxygène. Perçois-tu cette condition comme réelle? Oui, ouais, il y a vraiment un truc avec les neurotransmetteurs qui sont surchargés d'électricité. Mhm. Pourquoi les neurones ont-ils besoin de l'oxygène pour bien fonctionner? Observe ce processus d'un point de vue énergétique. Comme une respiration. C'est comme, voilà, c'est comme les poumons qui ont besoin d'air. C'est c'est mécanique. Quand j'observe ce processus, c'est que c'est une source d'alimentation en fait qui est nécessaire. Mhm. Qu'est-ce qui arrive à ce corps émotionnel du moment qu'il perçoit qu'il est en train de quitter le corps physique? La sensation que j'ai eue, c'est une sensation d'angoisse. Alors la première sensation, ça c'était la première sensation que j'ai eue, c'était vraiment la sensation d'angoisse, peur de l'inconnu, mais je vois aussi certaines sensations de béatitude. On peut tomber dans le blanc comme dans le noir en fait. Au niveau énergétique, ça peut être une sensation de bien-être total comme une sensation d'angoisse profonde. Mhm. De la même façon, qu'est-ce qui arrive au corps éthérique? Il flotte. Il flotte au-dessus du corps physique. Il flotte, il est en état d'apesanteur. Au niveau énergétique, observe ce qui se passe avant, pendant et tout de suite après le décès. Et je vois en fait comme un lien, comme un fil d'or que je vois sortir du nombril, qui comme relie le corps physique au corps subtil et qui se vient comme à se détacher, comme à venir à tomber en poussière d'or. Je vois ce lien qui s'étire et qui sort, qui s'étire et qui vient se détacher, se désintégrer. C'est à quel moment ça? Et Avant, pendant, après? alors, lorsque le trépas a lieu, il y a le lien qui apparaît, qui relie les deux. Et pendant, en fait, le lien commence à comme s'effriter. Et après, le lien se comme déchire ou désintègre. Mhm. Comme en poussière. Ça tombe comme en poussière d'étoiles. Mhm.
Je vois ça comme ouais, un genre de fil d'or, comme une genre de tresse de sable doré ou immatériel. Aurélie, peux-tu me décrire l'énergie qui est relâchée par le corps physique au moment du décès? L'énergie vitale. Et tout ce qui est... je vois aussi tout un tas de choses négatives qui est relâché. Je vois l'énergie dense, l'énergie, en fait, la matière, une énergie qui est la matière, en fait, qui est Mhm. quelque chose de compact, de lourd, et qui est comme, en fait, relâché de façon souterraine, en fait, qui est, ce qui est relâché ce qui est abandonné par le corps physique va vers le bas. C'est comme si ça tombait, comme si ça allait par les pieds, comme si ça reprenait racine dans la terre. Je vois en fait les énergies basses. Je vois des énergies basses qui sont propulsées de façon souterraine hors du corps. Ouais, je vois toutes ces énergies, tout un tas de compactage, de masse noire, compacte, dense, qui est comme tirée vers le bas. Mhm. Pendant laquelle de ces trois phases, avant, pendant et après la mort biologique, est-ce que l'âme décide d'abandonner son corps et pourquoi? C'est pendant, Mhm. mais pendant certaines fois, il reste encore le choix de rester attaché à ce corps physique et à ce monde matériel. Mhm. Et comment? Mais quand en fait il décide que il a fait son temps, que ce qui est que les choses étaient apprises sont faites, les choses voilà, quand en fait en fait compte comme si une mission quand en fait la mission est accomplie et il décide qu'il peut simplement laisser ça derrière. Et d'autres fois, il y a des attachements qui font que il préfère rester encore dans son corps. C'est pendant que la décision se prend parce que souvent il y a le choix en fait. Et après, c'est simple en fait. C'est simplement c'est le désir du cœur qui fait ce choix. Le désir de soit d'aller ailleurs, soit le désir. Et il y a aussi le désir aussi d'abandonner. C'est sous plusieurs formes de désir en fait. Il peut y avoir le désir d'abandonner le corps physique pour différentes raisons, la maladie, des choses comme ça. Mais le désir, il peut être autre parce qu'il y a autre chose derrière qui appelle Mhm. ou Que fait l- qui attracte. Très bien. Que fait l'âme? Comment est-ce qu'elle sort de son corps? Moi, je la vois sortir par la tête. Sortir par la tête. Mhm. Et- Ou alors, ouais, l'âme, je la vois comme ça, sortir par là, par là-haut. Aussi, je la vois aussi sur d'autres, je la vois sortir comme si
complètement corporellement. En fait, je la vois de je vois ça de différentes façons selon les sujets. Je vois là, par le chakra couronne. Je vois aussi par le nombril. Je vois aussi complètement l'entièreté du corps qui reste comme dans. Alors, je vois soit comme en fait une énergie qui sort là, et je vois aussi un corps tout entier qui est la reproduction du corps physique qui sort tout entier comme s'il flottait. Je le vois en fait sous différentes formes et que ça peut se présenter sous différentes formes. Observe ces différentes façons et dis-moi pourquoi. Pourquoi Je vois sortir par aussi, la... ouais, je vois aussi par là, ouais. Pourquoi sortir? Alors, pourquoi sortir par la tête? Ça, c'est quand en fait on est vraiment prêt, comme si là on est vraiment prêt à suivre un autre chemin. Là, c'est en fait c'est accepté, comme si là vraiment il y a une acceptation Mhm, de cette mort. Alors là, le circuit se fait directement en fait. C'est plus direct. On va tout de suite vers une autre voie. Et quand en fait je le vois sortir plutôt par le ventre avec un corps entier, je vois qu'en fait le détachement du corps physique n'est pas effectif et qu'en fait le processus n'est pas accepté. Et du coup, qu'on reste encore dans un état de corps immatériel. En fait, voilà, il y a plusieurs états. Je vois plusieurs états mhm, possibles de sortie en fait. Et donc ces différents états prennent différentes formes énergétiques, comme ça peut être comme un hologramme de son propre corps en fait. mhm. Pendant la transition, y a-t-il conscience du passage dimensionnel, oui ou non? Parfois oui, parfois non. Ça dépend aussi des sujets. Certains sujets en ont totalement conscience et ont déjà même pris leurs décisions et savent exactement quelle voie prendre. Et d'autres ont des choix. Et d'autres, par contre, n'ont pas du tout conscience de l'état de transition et n'ont pas conscience d'avoir été détachés du corps physique et pensent encore être dans un état de vie. Peux-tu me dire de quoi cela dépend quand ils en ont conscience et pas conscience? Justement, de l'état de conscience. Cela dépend de l'état de conscience et aussi cela dépend aussi des particularités spécifiques à la mort. En fait, si par exemple c'est un accident, euh, c'est comme si le temps, là il y a quelque chose qui se passe au niveau temporel qui fait que il peut y avoir, l'âme peut mettre un certain temps à réaliser qu'elle est sortie de son corps parce que l'événement était tellement soudain que le détachement, c'est comme si elle s'était pas rendue compte de ce détachement. Ça peut être aussi, oui, provoqué par, en fait, alors, les différents états m'apparaissent comme provoqués par aussi les différentes circonstances de la mort vont induire différents états de conscience face à celle-ci. Par exemple, une personne qui était très malade, qui attendait justement sa libération, va accepter ce détachement complètement différemment qu'une personne qui va être décédée dans un accident très brutal. Mhm. Je t'ai posé la dernière question, on va passer à la deuxième partie. Mhm. Euh, Sur la deuxième question, on a parlé des mécanismes biologiques qui sont déclenchés pendant la phase de trépas et tu m'as parlé d'un afflux sanguin. Dis-moi, à quoi sert-il cet afflux sanguin? Bah pour moi, comment je vois ça,
Je vois ça comme je me représente ça comme je vois ça comme un étau qui se resserre et comme si cet afflux sanguin il sert à faire, il, il apparaît comme servir à faire circuler des informations. Et Mhm. cet afflux sanguin, il sert à l'arrêt du mécanisme des organes, hein. Mhm. Ça ferait partie du processus avec l'activité cérébrale, l'accélération des fluides, les Oui, infos. oui, oui, oui. C'est d'ailleurs assez douloureux. Là, je sens comme une pointe. Ouais, ça fait partie c'est un processus, mais c'est un processus mécanique pour arrêter la machine, en fait. Ça semble comme un processus réglé, en fait, comme une horloge, comme si chacun avait comme quelque chose de Justement, réglé. justement, j'allais te poser la question. On dit que la mort est programmée physiquement à l'avance. Il y en a qui disent un an à l'avance. Qu'est-ce que tu vois, toi? Je vois qu'il y a comme une programmation biologique dans le corps pour ça. J'ai l'impression, je vois quelque chose au niveau des flux énergétiques en rapport avec justement l'âme de la personne. Mhm. Et je vois qu'il Donc, y a quelque chose qui semble comme si chacun avait sa propre horloge biologique par rapport à ça. mhm. Donc, la mort physique serait programmée à l'avance, mais ce n'est pas purement physique. C'est programmé en fonction de la partie Enfin, subtile. oui, oui, oui. C'est programmé en fonction aussi de la façon dont la vie physique est perçue, est vécue et appréhendée, en fait. Donc, en fin de compte, c'est tout naturel, dans le sens où si on ne prend pas soin de son corps sur certains plans et tout ça, on va accélérer ce processus. Mais il y a aussi des choses sur le plan énergétique qui rentrent en jeu. En fait, il y a plusieurs facteurs qui se superposent dans cette horloge. Et en fait, c'est comme si c'était tout un grand calcul qui était fait par rapport à ça. Et à partir de toutes ces données-là, un résultat précis est déjà Mhm. effectivement donné, Est-ce, programmé. est-ce que ce serait la partie subtile qui déciderait de sa mort avec son chemin de vie qu'elle a choisi à la base? Ou alors c'est bien plus compliqué que ça? C'est plus compliqué que ça. Ok. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est beaucoup de facteurs. Il y a les facteurs intérieurs, des facteurs physiques, physiologiques, énergétiques, mais il y a aussi les facteurs extérieurs dus à son environnement, même à ses relations, à différentes choses qui agissent aussi bien sur le plan physique et énergétique. C'est, et c'est tout ça qui est... et même une programmation peut être changée par une volonté psychique et un changement de vibration énergétique. Donc quand on dit qu'on ne peut pas changer l'avenir, par exemple, voilà, la mort est programmée tel jour, est-ce que a priori ça peut changer? Ouais, moi, libre arbitre. Très bien. On va revenir un petit peu sur le plan physique au niveau de l'oxygénation. Euh,
quand le cerveau s'arrête de fonctionner, apparemment, il est encore oxygéné. Enfin, c'est ce qu'on penserait. Moi, j'ai 2-3 minutes. 2 ou 3 minutes. Les médecins pensent, enfin certains médecins pensent que tout ce qu'on voit, comme les EMI par exemple, serait dû à cette oxygénation-là. Alors, je ne sais pas ce que c'est une EMI. Qu'est-ce que c'est EMI? Alors c'est une expérience de mort imminente. Ok. Alors, C'est quand tu mors, ton cœur s'arrête, il n'y a plus de... Au niveau du cerveau, il ne se passe plus rien du tout, c'est complètement plat. La personne vit son expérience, revient et peut expliquer à ses médecins ce qui s'est passé, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, ce qui s'est passé dans la pièce. Voilà. oui, oui, parce que c'est l'entre-deux. Et l'entre-deux où il y a encore ce genre de fil. Alors, je vois ce genre de personnes qui ont ce genre d'expérience, s'observer soi-même comme lors d'une projection astrale. Et effectivement aussi pouvoir voyager dans ce temps qui est en fait très court, mais pouvoir voyager dans une autre temporalité où ils peuvent effectivement avoir accès et avoir des visions ou même des expériences d'autres dimensions durant cette expérience où où le fil en fait s'est tendu mais ils l'ont pas encore déchiré. Ça voudrait dire que ils ont pu prendre la décision de revenir. Oui, ça veut pas dire, ça veut dire qu'ils ont pris la décision de revenir. Est-ce qu'ils ont été poussés à prendre cette décision? Ce qui m'apparaît, c'est que, en fait, là, en général, c'est des attachements qui les font prendre cette décision, mais des attachements terrestres, quoi. Mhm. L'amour de la famille, l'amour pour des proches, des attachements même des fois matériels, différents attachements. Euh, et je vois surtout l'amour, en fait. En fait, Mhm. l'amour de certains proches qui font qu'en fait, ils ont la possibilité de le briser, mais qui ils réalisent que ce n'est pas encore le moment qu'ils ont encore envie de, je sais pas, passer du temps avec des proches ou encore une mission, pas fini une certaine mission ou, hmm. Mhm. Quand une personne nous dit, voilà, on m'a dit que c'était pas le moment et qu'il fallait que je reparte, est-ce que c'est une autre entité qui a vraiment pris contact avec cette personne ou c'est sa propre conscience, sa propre projection? Les deux cas sont possibles. Il peut y avoir aussi bien des rencontres d'autres entités, mais qui seraient même des entités qui font partie de la constellation familiale, comme des entités évoluées, plus spirituelles, comme des entités basses, et comme c'est la propre conscience. En fait, c'est un grand panel de choses qui peut se présenter. Mhm. Tout à l'heure, on a parlé de ce qui Mais arrive. attention, il peut aussi, je perçois aussi qu'il peut y avoir comme une espèce de substance un peu narcotique dans le cerveau qui peut aussi faire avoir comme du fait de cette oxygénation qui peut faire avoir comme des genres d'hallucinations. Mhm. Mm. Tout à l'heure, on a parlé de ce qui arrivait au corps émotionnel au moment où il perçoit qu'il est en train de quitter le corps. Et tu m'as parlé de différentes émotions, l'angoisse, la peur de l'inconnu, mais aussi la béatitude. Donc, ça peut être blanc ou ça peut être noir. Mm. Est-ce que ces circonstances ont une incidence sur l'évolution de l'âme? S'il y Oui. a évolution.
Peux-tu Oui, me parler de cette oui. évolution de l'après? As-tu des infos là-dessus? J'en vois qui, comme régressent, qui tombent dans quelque chose dont ils sortent pas, que les énergies basses qu'ils ont laissées, qui se sont débarrassés du corps physique restent dans la partie subtile, et j'en en vois qui arrivent à être complètement détachés de ça et qui ont du coup la possibilité d'aller sur d'autres plans. J'en Mmh. vois qui, comme je dirais, j'en vois qui montent et j'en vois qui descendent en fait. Mmh. Et j'en vois qui restent aussi sur un plan neutre mais euh, au milieu. Est-ce que tu peux me parler, selon l'évolution propre à chacun, combien de temps terrestre une âme se réincarne, se met à se réincarner, pardon? C'est énorme. Et celle qui vibre haut, par exemple, qui prend conscience tout de suite qu'elle est déjà passée et qu'elle peut tout de suite aller au plus haut, au niveau vibration énergétique. Non, elle peut pas. Euh, c'est j'ai tout un tas de chiffres qui affluent, qui sont tous très différents. J'ai comme des 5000 ans, comme j'ai des 500 ans, 600 ans, mais après, Donne-moi le chiffre moyen qui te vient pour une réincarnation d'une vie à une autre. 100, 150 ans. Mais Mhm. tout ça, ça a l'air ça m'apparaît très disparate selon C'est très les, che- aléatoire. voilà, les chemins de chacun. Mhm. J'en vois qui reviennent très vite, genre 10, 20 ans. J'en vois qui reviennent après des longs temps, après des décennies. Mhm. On va prendre l'exemple d'un jeune enfant. On va prendre l'exemple d'un enfant d'une dizaine d'années qui décède, peu importe la cause. Dis-moi quel temps il met à se réincarner. Peu de temps, Dis-moi un chiffre. 2, 3 ans. Mhm. Ok. Est-ce qu'il va se réincarner automatiquement dans la même famille? Non, mais tout dépend aussi en fait, tout dépend du cycle, en fait. Tout part de où il en est de son cycle. La réponse n'est pas forcément juste 2 ou 3 ans, mais tout dépend de là où il en est de son cycle de réincarnation, en fait. Si c'est une jeune âme et qu'elle décède jeune, revient vite. Si c'est une ancienne âme et qu'elle décède jeune, elle peut revenir que très longtemps après. Il y a comme des cycles en fonction comme s'il y avait des cycles en fonction de l'ancienneté de l'âme. Mhm. On va revenir sur la mort parce qu'on s'égare un petit peu. Euh, un enfant qui meurt est-il beaucoup plus conscient qu'une personne plus vieille? Oui, tout à fait. Ce n'est pas obscur pour lui. Mhm. C'est une autre c'est une forme d'acceptation. Il n'y a pas toutes ces peurs qui accompagnent l'adulte. Il n'a pas encore tous ces traumas. Il n'a pas toutes ces appréhensions. Il n'a pas toutes ces choses dans son corps. Et du coup, même dans son corps physique, il la vit plus bizarrement, sereinement. Et
il l'accueille Mhm, sans toutes ces peurs que peut avoir, par exemple, une personne âgée qui aura vécu beaucoup de choses difficiles. mhm. Ok. Et en fait, j'avais au tout début cette image-là du squelette avec la faume, et c'est plutôt symbolique. Je vois plus, en fait, c'est comme une énergie ouais, c'est une énergie qui n'est pas, c'est ni bien ni mal. C'est le blanc et le noir, en fait. C'est un peu comme le yin et le yang. C'est simplement le principe des choses. Mhm. C'est Bien. neutre, en fait. Ok. Tout à l'heure, on a parlé d'une énergie qui est relâchée par le corps physique au moment du décès. Et tu m'as parlé d'énergie vitale relâchée, mais aussi d'énergie négative qui repartent vers le bas. Ouais, je vois ces énergies lourdes, oui. Peux-tu me dire, ces énergies qui repartent vers le bas, où vont-elles et comment sont-elles Ce qui me vient à la tête, c'est magnétite. C'est comme magnétite, elles sont, pyrite. elles sont récupérées? Oui. Oui, oui, elles font partie du principe de vie, en fait. Et en fait, ce qui me vient, c'est la magnétite. C'est comme, en fait, je le vois comme de la magnétite. C'est cette structure géologique aussi comme de la pyrite qui est magnétite lourde, Mhm, comme ça, et qui, comme si ça revenait au centre de tout ce qui est en bas, en fait. Comme si ça allait peut-être même comme dans la terre. Je vois quelque chose de très, je vois une structure très géologique, en fait. En fait, je voyais une matière qui semblait compacte sans voir vraiment de structure, et là, je vois quelque chose d'assez, comme la magnétite. Je vois pas d'autres. mhm. J'aimerais savoir, ces énergies négatives qui sont relâchées au moment de la mort, regarde si elles sont récupérées aussi par des entités. Au final, ce n'est pas que du négatif, il y a les deux polarités en fait dedans. Je vois du plus et du moins. Et la question de si elles sont récupérées par des entités, parfois oui. Mhm. Oui. Parfois, elles peuvent être aspirées par des entités qui s'en nourrissent. Est-ce que ces entités attendent patiemment de pouvoir récupérer ces énergies? Pour certains cas, oui. Et pour d'autres, tout est bien. Et pour certains cas, oui. Mhm. Et là, ce n'est plus en fait, du coup, cette énergie n'est plus en fait détachée par le bas en forme compacte. C'est comme si je la vois sortir par la bouche sous forme d'énergie rouge, comme une fumée rouge. Mhm. Ok. Là, c'est dans ce cas-là, c'est aspirer avant qu'en fait ce soit redonné comme au tout en fait. Mhm. Ok. Je vais te poser une dernière question. Pendant la transition, tout à l'heure, tu me disais que oui et non, il y avait conscience du passage dimensionnel. J'aimerais que tu regardes et que tu me dises d'une manière générale, au niveau des images, comment se passe ce passage.
Bah, je vois comme un espèce de vortex, comme une espèce de vortex, de spirale, comme de lumière ou de fumée qui, 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 qui soit t'attire vers le haut, soit t'attire vers le bas. Comme, je vois comme ouais, un vortex comme dans lequel tu glisses, ou soit comme dans un toboggan, soit que tu montes dedans. Je Mhm. vois une lumière très blanche et très éblouissante. Je vois en fait aussi bien un vortex blanc qu'un vortex noir. Est-ce que Je vois ça comme, ouais, comme une forme de vortex. tu as des sensations? Ouais, j'ai des sensations de légèreté, de grande Mhm. légèreté. Si tu continues plus loin, imaginons, voilà, tu as passé le vortex. Qu'est-ce qui se passe? Je vois comme, comme si j'étais une étoile. Je vois la galaxie, des, je vois comme je me vois comme dans une nébuleuse de couleurs et comme comme en apesanteur dans la galaxie, comme je vois des satellites géologiques, je vois des planètes, je vois comme si en fait je me vois flotter Mhm. au milieu de galaxies. Te sens-tu seul? Non, Mhm. je vois ça je vois ça très beau et très très libre, comme si tu pouvais, je sens la sensation que tu peux te déplacer à la vitesse que tu veux pour atteindre n'importe quel endroit, même sortir de cette galaxie je vois plein de couleurs et de couleurs différentes et plein de choses qui brillent. Mhm. Pendant les EMI, on nous parle souvent de sensation de rentrer à la maison. Qu'est-ce que tu ressens à ce propos? Un grand sentiment de sérénité, plénitude. Il y a comme si en fait il y avait plus rien, mais il y a plus rien, mais il y a tout aussi quoi. Mhm. Bien. C'est c'est le vide et c'est le plein en fait quoi. C'est sans sensation. Il y a plus de sensation physique et il y a plus de cerveau de toute façon pour réfléchir. Tu peux te déplacer. Mhm. Très bien. Si tu n'as rien d'autre à ajouter, Aurélie, le protocole est terminé. On va rentrer à la maison. Tu vas pouvoir Mhm. te détacher de toutes ces images maintenant. C'est bon? Oui. Comment tu te sens? Bien, Ok. merci. Maintenant, je vais compter afin que tu puisses revenir ici et maintenant, dans le présent. À 1, ton corps commence à se réveiller. Tu sens ton corps qui se fait de plus en plus fort et tu sens qu'il se fait de plus en plus léger. 2, tu ressens une sensation de paix dans tout ton
corps. Tu te sens bien, particulièrement bien. Trois. Tu peux revenir et ouvrir les yeux quand tu es prête. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o
chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne ha, più ne metta,
se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi
di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che, per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.